De retour à Saint-Quentin-en-Yvelines pour découvrir une facette plus méconnue de cette ville, c'est-à-dire la nature, puisqu'on va découvrir une magnifique réserve naturelle, on ira voir un apiculteur aussi. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Cette semaine, on s'éloigne de la ville. Direction l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. Base de loisirs, réserve naturelle, ici la nature est aux portes de la ville. On improvise une petite promenade matinale avec Marie-Hélène pour nous parler de l'île de loisirs. Marie-Hélène, on est en pleine nature, au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est assez incroyable, dans un lieu qui est à la fois nouveau, puisqu'on est dans une ville nouvelle, mais qui en fait a une histoire importante. Oui, effectivement. L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, effectivement, c'est une île de loisirs qui a été créée dans les années 70, mais son histoire, effectivement, date avant tout de Louis XIV. L'histoire royale. C'est ça, exactement. Et l'étang, qui est un étang artificiel, a été réalisé dans le cadre de grands travaux hydrauliques pour amener l'eau dans les fontaines de Versailles. Exactement. Ouais, parce qu'on sait que c'est quand même extrêmement important d'impressionner avec tous les jeux d'eau à Versailles. Enfin, en tout cas, pour le souverain, c'était important. On a une dizaine d'étangs reliés par le biais d'aqueducs, de rigoles, qui permettent d'alimenter effectivement les eaux, qui permettaient d'alimenter les eaux de Versailles. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu plus populaire où vraiment les gens peuvent venir pour pique-niquer et puis aussi pour faire plein de choses. Alors vous allez nous dire tout ce qu'on peut faire ici, parce qu'il y a... Il y a une profusion d'activités. Exactement, une profusion d'activités puisque vous pouvez venir faire du golf, comme de l'équitation, centre de voile, mais également des activités plutôt nature avec la ferme pédagogique. Vous pouvez venir vous promener. Et puis j'oubliais l'acrobranche, donc c'est aussi l'occasion de découvrir une partie de ce site dans les arbres. Donc là aussi, c'est vrai que on utilise tous les éléments de la nature pour proposer des activités. C'est sympa pour les enfants, mais c'est sympa aussi pour les adultes. Ah bah oui, c'est sûr. C'est l'occasion pour les adultes de se retrouver, notamment lors de week-ends, retrouver en famille ou entre amis pour organiser des événements divers autour d'un pique-nique. À l'autre bout de l'étang, j'ai rendez-vous avec Joanne et Cyril pour une balade dans la réserve naturelle. Je découvre une oasis de paix pour de nombreux oiseaux migrateurs. Les jumelles sont de rigueur. Je vous invite à regarder dans la longue vue. On voit avec précision les oiseaux qui sont sur le site en ce moment. Vous avez le vanneau huppé et la mouettrieuse. La mouettrieuse de Gaston Lagaffe. C'est ça. Donc on est au mois d'octobre, tout début octobre ici. C'est une bonne saison pour regarder les oiseaux ? Oui, c'est une bonne saison. Alors même septembre, c'est encore idéal pour venir sur le site parce qu'en fait c'est la période de migration de retour. C'est-à-dire que les oiseaux reviennent du nord de l'Europe et descendent vers le sud en Afrique. Et en fait, la majorité des oiseaux passent par le littoral, le bord de mer, mais on est sur un axe secondaire de migration. D'accord. Si bien qu'ils se stationnent ici, comme vous pouvez le voir. Donc ils sont en escale en fait. Et pourquoi ils viennent ici précisément ? Alors ils viennent ici parce que notamment le niveau de l'eau est bas en cette saison, ce qui fait que les vasières apparaissent et pour un oiseau c'est très intéressant parce que dans les vasières vous avez tout un tas de petites de nourriture, des petits animaux donc comme des insectes, des mollusques, des larves, etc. Et ils viennent s'en nourrir. Voilà. Et comme le site est très tranquille, ils peuvent rester en stationnement sans risquer de se faire déranger.
Donc ici, c'est un peu la cantine des C'est oiseaux migrateurs. c'est ça. C'est une bonne cantine, un bon endroit. Ils connaissent l'adresse, ils reviennent. Ils savent qu'on y mange bien. Alors, je vous présente Joanne. Joanne, vous êtes conservatrice ici, dans cette réserve de Saint-Quentin en Yvelines. C'est pas très courant d'avoir une réserve naturelle en pleine ville, mais en fait, on y trouve plein de choses ici, en fait. C'est ça, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux. Oui, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux. On en a, depuis 30 ans que la réserve naturelle existe, on en a identifié 263, donc ce qui est pas rien, surtout pour un site qui est en zone périurbaine. Donc la nature arrive en fait, la nature sauvage et rare, exceptionnelle, arrive à vivre à côté de nous et même à côté de nos villes. Donc on n'est quand même pas si loin que ça de la Tour Eiffel et ça fonctionne. Alors ça fonctionne parce qu'on répartit bien le territoire sur l'île de loisirs. Et la réserve naturelle, c'est vraiment une zone de refuge pour ces oiseaux. Et voilà, donc les activités de loisirs peuvent se pratiquer sur l'île de loisirs, souvent dans la journée. Et puis ensuite, à la fin de la journée, les oiseaux reprennent l'ensemble du plan d'eau. Oui, parce que c'est quand même très préservé ici. On ne rentre pas ici comme on veut. Oui. On a vu, c'est quand même un lieu qui est fermé. Oui. Les bateaux de l'île de loisirs ne peuvent pas venir jusqu'ici. C'est quand même très très préservé. En fait, pour préserver cet équilibre, il faut des règles de vie en fait, qui sont assez simples. Ces oiseaux sauvages sont véritablement farouches et donc il faut limiter le dérangement. Et limiter le dérangement, c'est limiter l'intrusion humaine du public. Donc la réserve naturelle a été clôturée et maintenant vous pouvez la visiter, mais toujours accompagnée d'un guide nature. Donc on peut accueillir jusqu'à 7000 personnes sur la réserve naturelle dans l'année, quand on peut avoir 1 million de visiteurs sur l'île de loisirs. Et c'est à ce prix que l'équilibre fonctionne en fait. Alors cet équilibre, il varie aussi en fonction des saisons. On ne voit pas forcément tous les mêmes oiseaux, c'est ça? On ne voit pas forcément les mêmes choses non plus dans la vie des oiseaux? Oui, c'est la diversité. Elle est sur toute l'année, c'est-à-dire qu'à l'hiver, vous avez les oiseaux qui passent leur hiver ici. Pour eux, c'est un site, vous avez des grands nombres d'oiseaux à voir en mouvement, donc ça c'est intéressant. La partie qui intéresse les scolaires notamment, c'est au printemps parce que là vous avez la reproduction, donc vous avez les nids, les adultes, les jeunes, le nourrissage, donc c'est aussi assez attachant en fait pour le public. L'été, c'est une période un peu de transition et puis dès que la fin de l'été arrive, il y a tous les oiseaux qui ont fait leur production au nord qui redescendent et donc là on attend les oiseaux rares avec impatience. Obligé de chuchoter parce qu'on est dans un endroit où on peut observer des oiseaux. Alors, on a 2 formes de canards, c'est ça? Ce que tu nous montrais tout à l'heure, Cyril. Voilà, en fait, en observant là sur la pièce d'eau, on a vu des canards qu'on dit plongeurs en fait. Donc ça sont des fulicules comme on peut voir là, fulicules morillons, qu'on a beaucoup en hivernage sur l'étang. Et puis sinon, on a le canard plus connu, le colvert, que tout le monde connaît un peu. Qui lui se termine. Voilà, lui ça remonte un petit peu. Et là c'est un canard qui va en fait mettre la partie avant de son corps sous l'eau et puis on voit les fesses en l'air quoi en fait. Souvent on voit ça. Alors toi tu montres en fait tout ça aux enfants, aux adultes aussi? Voilà, aux enfants, aux adultes. On commence au niveau de la maternelle, en général moyenne section plutôt vers la fin de l'année, grande section. Et puis on va jusqu'aux étudiants, collège, lycée et faculté ici. Et puis il y a aussi des adultes qui viennent, là par exemple, faire des photos, tout le mois de septembre, octobre, il y a des photographes, magnifique. Des observateurs, il y a des personnes qui sont très attachées au site, qui viennent depuis 25 ans ici. Donc ça c'est formidable. Et on leur montre, en fait, c'est un patrimoine naturel ici. Et c'est important de montrer, parce qu'il n'y a qu'avec cette compréhension et puis cette appropriation du public qu'on peut continuer à protéger mieux sensibiliser. Les sites. Voilà, éduquer d'un côté, et puis sensibiliser, alors plus le grand public, et puis l'éducation qui est vraiment avec les scolaires ou les centres de loisirs.
son effet avec le public. Ouais. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'il va être là. Et donc il a surgi des resselières. Comme le niveau est très bas, en fait, il en profite pour aller chasser un peu plus loin. Là, il a rien fait décoller, c'est bien. Oui, c'est vrai, il n'a pas trop dérangé. Alors, je vous voyais tout à l'heure avec votre collègue en train de débattre sur un oiseau. Est-ce qu'il a le bec assez long? Est-ce qu'il a le bec pas assez long? En fait, c'est pas facile de savoir. Non, c'est pas facile. Surtout là, on débattait sur les espèces qu'on appelle les limicoles. Ouais. Donc les fameux oiseaux qui se nourrissent dans la vase. Et en fait, il y a une grande diversité de limicoles. Et donc, pour arriver à les différencier, quand on en voit pour la première fois, on croit qu'ils sont tous pareils. Et en fait, en regardant de près, on voit qu'il y a des becs qui sont plus longs que la longueur de la tête, d'autres plus courts, légèrement courbés ou recourbés. La couleur des pattes change aussi. Donc ça peut être rose, ça peut être verdâtre, ça peut être jaune. Ça change en fonction des saisons aussi. Alors voilà, ça change en fonction des espèces et en fonction de l'âge de l'oiseau. C'est pour ça que vous ne baladez jamais sans le guide. Oui, moi je Parce garde, que même, le guide. Même avec des années de pratique, ça... Oui, c'est permet de vérifier, d'être sûr de soi. Bon, après, avec la pratique dans le guide, ça y est, on peut s'en défaire. Mais moi, j'ai encore besoin du guide. On quitte les oiseaux pour le golf national. Je dois avouer que je ne suis pas une grande professionnelle de ce sport, mais ce n'est pas grave, le pro, c'est Paul, et il va tout nous expliquer. On démarre notre balade au début du 18e trou. 144 hectares, c'est ça? C'est ça, oui. De verdure, de green? Oui. Non, c'est comme... De parcours. De parcours. On est sur 144 hectares. Il y a 3 parcours. Il y a 2 18 trous et un 9 trous sur ce site. Plus 2 zones d'entraînement. Oui, c'est 144 hectares de nature. Alors le golf de Guyancourt, c'est le plus grand de France, c'est ça, hein? Alors c'est le golf national. Alors je dirais, c'est difficile à dire si c'est le plus grand parce qu'il y a d'autres complexes ou équipements qui ont 45 trous. Mais on est le golf national dans son activité de tous les jours avec des tournois tout le temps, plus la Ryder Cup, on peut dire que c'est la vitrine du golf français. C'est un endroit aussi donc, où sont organisées des compétitions extrêmement importantes. Voilà, là, vous avez parlé de la Ryder Cup. Qu'est-ce que c'est exactement? La Ryder Cup, alors c'est un tournoi qui existe depuis 1927 et c'est un match tous les 2 ans entre les meilleurs Américains, une équipe des meilleurs Américains, 12 joueurs et des Européens. C'est une véritable guerre qui s'est installée depuis 1927 parce qu'ils jouent pour la gloire, il n'y a pas de J'espère qu'ils ne vous d'argent. creusent pas des tranchées quand même. Non, nous non plus. Non, mais il y aura pas mal de changements sur le site parce que 70 000 personnes par jour sur le site pendant une semaine, ça va nous impacter. On est dans un endroit où la tension est à son comble, le 18e trou, c'est ça? C'est ça, effectivement, c'est le dernier trou du parcours. Vraisemblablement, on va vivre des moments l'année prochaine, du 28 au 30 septembre, magiques, devant peut-être 1 milliard de téléspectateurs, Quand avec même. 60 000 personnes autour. C'est la 2e compétition la plus visionnée, c'est ça? Troisième, derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde du foot. En termes d'audience mondiale, c'est le 3e événement. Méconnu en France, mais de plus en plus connu parce que c'est en France. Qu'est-ce qu'on doit affronter sur ce 18e trou? Alors là, beaucoup de haut. Parce que, Oui, que d'eau. Voilà, en fait, on a 420 mètres pour aller jusqu'au drapeau là-bas. Les pros vont toucher le green, c'est-à-dire aller au drapeau en 2 coups uniquement. Ah oui. Seulement 2 coups. Les amateurs, c'est en 3. Il faut quand même expliquer qu'ici, avant, c'était du blé. Absolument. 1986, 5-6, l'idée est venue d'un monsieur qui s'appelle Hubert Chénoux, qui était le directeur général de la Fédération française de golf et architecte de golf, de dire voilà, il nous faut un site, il nous faut un golf national, et après avoir un site qui pouvait aider la France à entraîner des jeunes pour trouver un champion. Il nous manquait, on n'a pas de champion. Un vivier voilà, où ça puisse vraiment se développer. Voilà, quoi. un équipement. Ouais. Donc tout ça, ça a été construit par la main de l'homme. Exactement, tout est ici artificiel. C'était des champs tout plats de blé à perte de vue.
Même les petites collines, là, Exactement, ouais. 300 camions par jour pendant 3 ans. Moi, j'étais très étonnée que tout le monde n'ait pas un pantalon à carreaux et une casquette sur la tête. On a croisé des golfeurs, mais... C'est fini ça. C'est fini. C'est fini ça. Le golf devient fun, funky, jeune. Mais Bon, en tout cas, on n'est pas maintenant, obligé d'être habillé comme un lord anglais terminé. Terminé. Bon, bah c'est bien. Du coup, on casse en plus des a priori sur le golf. Quel a priori on pourrait casser aussi? Parce que Le prix, l'argent, on joue au golf ici avec le matériel compris pour moins de 50 € par mois. vous êtes anglais. Mm. Et justement, donc là, on est sur le dernier trou. On voit le drapeau qui est là. Alors, avant qu'on se quitte, puisqu'on arrive à la fin du parcours, j'avais une petite question à vous poser finalement. Qu'est-ce qui a inventé le golf? C'est les Anglais ou c'est les Hollandais? Alors, déjà, c'est les Écossais en Écosse, c'est des Britanniques. Oui. Je pense que peut-être les Hollandais peuvent dire qu'ils ont tapé dans une balle avec un club, avec une canne avant les Écossais, mais les Écossais, c'est eux qui ont quand même formé le jeu de golf avec les règles et peut-être le premier parcours, véritable parcours à l'origine. Alors, le joueur qu'on vient de voir, il est fort ou il n'est pas fort? On dirait qu'il est très fort. Du coup, il a joué le parcours en 3h10. 3h10, donc C'est sur quand le... même, Parce qu'ici, on est sur le parcours des pros. Oui, faire l'Albatros simplement 3h10, c'est pas habituel. Donc, félicitations. Oh, bah, super. Vous, Alejandro, vous êtes superintendant du golf, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire alors? En gros, moi, je suis ingénieur en agronomie, mais mon métier, c'est les espaces verts. Spécialisé en espaces verts, notamment en pelouse sportive. Qu'est-ce qu'il y a, enfin, comment c'est fait justement une pelouse, une pelouse de golf? Parce qu'on a vu, hein, il y a plusieurs épaisseurs, on voit que le gazon est très 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 dense, on n'a jamais ça chez soi, comment on fait? C'est compliqué, c'est vrai. Pour vous donner une idée, ici on est sur un green déjà c'est une excavation de 50 cm. Il y a 50 cm qu'on était creusé, on a enlevé la terre, on a mis une couche de 20 cm de gravier, donc pour les faire très très drainant, n'importe quelle quantité de pluie on va avoir sur un green, il va bien il faut drainer. Vraiment que ça absorbe l'eau. Et que ça soit, vous sentez la fermeté, c'est ferme quand on marche, c'est presque du béton. Et après il y a 30 cm de sable. Il y a 30 cm de sable, c'est ce qu'on appelle la zone racinée. On va développer toutes les racines pour avoir un plan dans très bonne santé, même avec une hauteur de tonte de 3 mm. Ce green est tendu à simplement 3 mm, donc c'est vraiment oui, c'est tout précision. Fin et en même temps c'est extrêmement dense. Il n'y a pas quelque chose qui vous manque un peu? Non, rien? Parce que les balades, ça creuse quand même, et on n'a encore rien goûté ici. Je suis montée au vol dans la 2 chevaux de Jackie, il est apiculteur dans la ville de Plaisir. On m'a dit qu'il faisait l'un des meilleurs miels du coin. Merci Jackie pour cette petite balade nostalgique. C'est sympathique, hein? Ah ouais, 2 chevaux quand même. Ça reste une valeur sûre. Absolument. On est ici presque chez toi, hein, en tout cas dans ta 2e maison. C'est ma maison de campagne ici. Ouais, alors on est où exactement? Alors là, nous sommes en plein, pour ainsi dire, en plein centre-ville de Plaisir. Nous sommes en bordure de la forêt de Sainte-Apolline qui représente à peu près 300 hectares qui appartient au conseil général. Et toi, ta passion, c'est l'abeille noire? Mais j'essaye, oui, de conserver donc ce patrimoine génétique que nous avons et qui est connu depuis la nuit des temps, depuis 15 000 ans à peu près. Et c'est une abeille qui est spécifique à ce territoire, enfin elle existe ailleurs, hein, mais... C'est une abeille endémique à notre territoire français notamment, donc c'est une abeille vraiment typique qui connaît très très bien sa région, qui connaît bien la météo, qui connaît bien les fleurs, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Ça fait combien d'années Ça fait à peu près, ça fait 30 ans que je fais de l'apiculture. C'est quoi un bon endroit pour poser une ruche? Il y a des conditions spécifiques à respecter? Alors il y a effectivement des conditions à respecter. Il faut bien sûr qu'il y ait de la végétation. Ici, c'est parfait. C'est parfait. Il faut qu'il y ait de la végétation toute l'année, qu'il y ait des fleurs donc pendant la belle saison, qu'elles soient suffisamment abondantes,
qu'il y ait de la diversité. Est-ce qu'on peut aller leur dire bonjour à ces abeilles? Ah bien sûr, on va aller leur dire bonjour. Alors pour leur dire bonjour, par contre, on va aller faire un petit peu de fumée, on va préparer l'enfumoir. Allez, bah, tu nous montres comment on fait? On va leur faire de la fumée pour leur dire bonjour et pour perturber les phéromones qui vont être distribués par les abeilles. Donc ça nous permettra d'intervenir à l'intérieur de la ruche sans éventuellement se faire trop piquer. D'accord, Bien. sans se faire trop piquer. Voilà. Ouh là là, il reste donc encore une Mais petite parfois, incertitude. ça dépend ensuite de la météo. Hein, et puis savoir les manipulations que l'on va réaliser. Il faut les faire bien sûr avec douceur. Pour l'enfumage, on procède comment? Eh bien, je vais préparer donc de la fumée. Ce sera de la fumée froide. On n'est pas là pour les brûler non plus. Donc, on va faire de la fumée froide. Donc, on prépare un petit morceau de carton. Puis, on prépare donc cette petite flamme. On évite en général que ça s'éteigne. Donc il y a un soufflet, c'est ça? Un petit soufflet qui va distribuer de l'air par en bas. Ensuite, on referme. Et puis, on a un enfumoir qui est prêt. D'accord. On est paré? On est paré. On y va? Allez, on y va. Il paraît qu'une ruche, c'est tout un monde. Oui. Comment on fait pour le découvrir, ce monde, maintenant qu'on a notre petit enfumoir? Et bien maintenant que nous avons un enfumoir qui fait de la fumée froide, Ouais. on va leur dire bonjour. Et donc pour leur dire bonjour, je vais faire un petit peu de fumée à l'entrée de la ruche, avec délicatesse. Voici. Donc ça va leur donner un signal comme quoi on va certainement intervenir. Et la réaction chez les abeilles, c'est que lorsqu'il y a du feu, un petit peu comme chez nous, s'il y avait le feu à la maison, on prend les choses les plus importantes qui ont le plus de valeur. Chez elles, c'est le miel. Et donc, elles vont se gorger de miel, elles vont se mettre du miel dans le jabot. D'accord. Et puis, elles seront prêtes éventuellement à partir si le besoin s'en faisait sentir. Elles vont jusqu'où? Alors, elles vont donc sur un rayon de 3 km. 3 km, ça représente à peu près 27 km de surface qui est butinée par les 27 abeilles. km². Mais bon, un Ouais. petit peu comme nous, si elles trouvent à portée de main... Elles ne vont pas trop aller se fatiguer voilà, plus loin. non, le principal, c'est qu'elles aient des sources de nectar à proximité. Donc, on va les ouvrir là. Ok. Donc, je retire le toit, que je mets sur le côté. Ensuite, je retire ce que l'on appelle le couvre-cadre. C'est une protection. Et on va commencer à arriver. Ça, c'est une toile pour récupérer la propolis de façon exceptionnelle, puisqu'on n'aura pas de particules de peinture ou de particules de bois ou des déchets parasites. Ici, on est en octobre, tout Oui. début octobre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la ruche, justement? Eh bien, en octobre, on peut considérer que c'est la fin de la saison. C'est la fin de la saison d'apiculture, c'est-à-dire qu'on a récolté le miel. Les abeilles commencent à prendre leur quartier d'hiver. La reine va pondre beaucoup moins, puisque en pleine saison, la reine pond à peu près 2000 œufs par jour. C'est pas mince à faire. Et bien là, la reine va diminuer et même mettre sa ponte à zéro en attendant les premières fleurs du mois de février, qui sont les chatons de noisetier notamment. Jackie, après avoir risqué tous les dangers en ouvrant une ruche, est-ce qu'on peut passer à un truc sympa? Ah bien sûr, Bon, plein de choses qui sont bonnes dans la ruche. On va goûter à notre miel, bien sûr. ouais. Il y a du pollen, il y a de la propolis, de la gelée royale, enfin il y a plein de choses. Avec ce miel, on peut faire plein de choses aussi. Donc c'est le miel de nos copines de tout à l'heure. C'est le miel de nos copines, c'est le miel du bois de Sainte-Apolline. Donc ça, c'est un miel d'été. C'est un miel de châtaignier, tilleul et ronce. C'est la conjugaison donc de toutes ces fleurs Ouais, il est délicieux. qui fleurissent à partir du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juillet, puisque je fais ma deuxième récolte au mois de juillet. Et le miel, c'est aussi l'ingrédient principal du pain d'épices. C'est un ingrédient principal du pain d'épices. On prépare cet excellent pain d'épices avec ce miel. C'est ta recette, ça. Ça, c'est ma recette. Voilà, c'est quelque chose qu'on évite de partager. Mais on déguste. Par contre, à partager entre amis, c'est quand même... Voilà, et donc on va en couper une petite tranche. on va s'en faire une petite tranche, allez. Hein? Allez, on va couper ici. On se le partage. Ah, ça va être sympa, oui. Allez. Merci bien. Ben, merci à toi de Bon nous faire appétit à découvrir. toi. Donc,
Un petit pain d'épices moelleux. En plus, il vient juste d'être fait là, non? Parce qu'il est vraiment hyper frais, moelleux, ouais. Presque comme de la brioche, un peu délicieux. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève notre séjour saint-quentinois. Vous l'avez vu, cette ville nouvelle a quelque chose d'étonnant et même d'attachant. Et d'ailleurs, si vous souhaitez tout revoir, on se donne rendez-vous sur terredefrance.tv.